un replay. Donc bonsoir à tous. Donc moi je suis Hélène Bazus, coprésidente du Corévi Hauts-de-France. Donc je vous accueille avec Olivier Robineau qui est mon coprésident qui présentera tout à l'heure. Donc moi je suis infectiologue à l'hôpital de Lens, Olivier est infectiologue à l'hôpital de Tourcoing et on travaille tous les deux également en Cégide. Et on aura aussi comme intervenant Sylvain Napez qui travaille au Cégide d'Amiens. Voilà, donc les Cégides, c'est les centres de dépistage, VIH-IST. Et puis, on a Bérénice Galliot, notre coordinatrice, qui nous a aidé à préparer la réunion. Voilà, en partenariat avec les URPS, donc notamment biologiste, Monsieur Acco, pharmaciens, médecins libéraux et puis sages-femmes qui ont été conviés. Voilà, donc vous êtes essentiellement des biologistes et des pharmaciens ce soir, je crois. Et on a le partenariat de l'ARS qui nous accompagne et Madame Lehugue qui était également connectée. Alors, je vais commencer à partager. Et donc, pour introduire, on est là pour parler. Alors, je vais faire le partage tout de suite du diaporama. Hop, le voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? Yes. Oui, parfait. Oui. Alors, je vais vous demander, merci de m'avoir répondu, pour ceux qui ne parlent pas, de couper les micros. Et puis, il y aura des places pour les échanges au cours entre les différentes parties de la présentation. Bien sûr, le but est que vous puissiez repartir de là en ayant répondu à toutes vos questions. Donc, on va présenter là le dispositif VIH Test et son déploiement dans notre région. C'est un dispositif qui permet depuis le 1er janvier 2022 aux usagers qui se présentent en laboratoire et qui sont assurés sociaux de faire réaliser un test VIH sans ordonnance, donc soit sur leur demande spontanée, soit parce qu'à l'occasion d'un autre bilan, on va leur proposer. Donc on va revenir un peu sur l'histoire de ce dispositif tout à l'heure et surtout son organisation territoriale. Et là, pour l'instant, on va commencer par faire un petit point de mise à jour des connaissances sur ce que c'est que le VIH en 2022, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le VIH aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser la parole et le partage d'écran au docteur Olivier Robineau. Bien, bonjour à tous et merci d'être là. Et on ne vous cache pas que c'est quand même quelque chose d'assez excitant d'avoir cette nouvelle, on va dire, nouvelle interaction avec les biologistes, étant donné que c'est vrai qu'il y a toujours eu des biologistes dans le Corévi, mais là, au final, vous prenez une place encore plus importante qu'avant avec le labo sans ordo. Et on comprend aussi un peu votre angoisse de se retrouver avec des gens qui vont débarquer pour faire des tests, et surtout si le test revient positif. Donc je pense qu'avant... alors, je fais parfois cours en pharmacie et du coup, je sais que c'est largement insuffisant et en biologie pour connaître un peu le VIH. On a trop peu d'heures. Donc là, mon objectif, là, c'est de vous faire en quelques diapos ce que c'est que le VIH en 2022, en sachant que s'il y a une chose à retenir, c'est que ce que je dis aux étudiants toujours, c'est que le VIH maintenant, sur le plan thérapeutique, c'est comme le diabète, c'est une maladie chronique pour laquelle on a un traitement suspensif qu'il ne faut jamais arrêter, sinon on meurt de complications. Mais si on prend bien son traitement et qu'on est bien équilibré, ça se passe très bien. Alors évidemment, la différence entre le diabète et le VIH, c'est la dimension évidemment symbolique de la maladie qui pose encore énormément de problèmes à beaucoup de nos patients. Alors, je vais faire quelques diapos essentiellement. Donc, l'épidémiologie en France, on considère qu'il y a à peu près 150 000 personnes infectées, 6 200 personnes par an. Donc, c'est une petite ville. C'est comme ça qu'il faut considérer ce chiffre. Qu'il y a une baisse de 7% entre 2017 et 2022, excusez-moi, pas 2028, et 2020, pardon, c'est une faute de frappe. Je ne vois pas dans l'avenir. 65% des découvertes concernent des hommes et la transmission hétérosexuelle est environ 51% des cas. Donc vous avez en haut à droite les courbes d'évolution. Donc on voit que la ligne bleue du haut, hétérosexuel mais à l'étranger, est dramatiquement stable et que les HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, on observe depuis 2017-2018 une légère baisse, mais qui au final
cette légère baisse est loin et n'est pas tout à fait, n'est pas significative. On a eu l'impression qu'il y avait un effet de la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, on va y revenir à la fin, mais c'est pas encore confirmé qu'il y a enfin une petite baisse des découvertes de VIH en France dans cette population à haut risque. À haut risque. Alors, dans le monde, faut retenir qu'environ la moitié des gens, il y a 37 millions de gens qui vivent avec le VIH, il faut considérer qu'il y en a autant qui en sont morts, à peu près. Donc voilà, sauf que maintenant, les gens ne meurent plus quand on les prend en charge précocement. Dans le monde, il y a 1,5 million de nouveaux cas par an et 680 000 décès par an également du stade SIDA. Et on considère que sur les 37 millions, 27 millions ont accès au traitement. Et comme on va le voir, le traitement, c'est bon pour le patient et c'est bon pour la société, au sens où les personnes qui sont traitées ne transmettent plus. Et ça, c'est un des gros messages qui est probablement nouveau quand vous avez fait vos études. Juste une dia sur la physiopathologie. Donc, je vous l'ai dit, c'est une infection virale chronique. Le virus reste au sein de ce qu'on appelle des réservoirs. Quand on met le médicament, le virus il reste bloqué à l'intérieur des cellules. Et si on arrête le médicament, le virus ressort et peut contaminer d'autres cellules et peut contaminer également d'autres individus par les liquides séminaux essentiellement. Alors, ce qui est très important, c'est l'évolution de la charge virale. Donc là, vous avez la charge virale et vous avez le temps. Et en fait, attendez, je vais mettre mon pointeur laser. Voilà. Donc, la primo-infection, c'est la période où les gens ont plus de virus. Et passé cette période, donc passé 2 mois, le virus baisse dans le sang pour rester à un taux autour de, enfin ça dépend, mais entre 5 000 et 20 000 copies, et 100 000 copies plutôt, et selon le contrôle fait par le système immunitaire. Et cette période de virus persistant, mais sans symptômes cliniques, peut durer plusieurs années. On dit que le moment où on arrive au stade, on va dire SIDA, c'est environ 10 ans. Et en fait, quand on débute les antirétroviraux, donc c'est HAART, c'est Highly Active Antiretroviral Therapy, donc les trithérapies très hautement actives, ce qu'on a depuis les années 2000, eh bien en fait, on arrive à rendre la charge virale indétectable, avec les seuils variables selon les laboratoires, mais en France, c'est souvent 50, dans d'autres endroits comme chez nous, c'est 20 de charge virale de copies par millilitre. En fait, quand on est en dessous de ce seuil-là, et même quand on est en dessous de 200 copies, on considère que les gens ne sont plus transmetteurs. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Mais le virus reste caché. Si on arrête le traitement, eh ben, ça repart. Et même les patients peuvent faire ce qu'on appelle des primo-infections light, qui peuvent refaire des symptômes un peu viraux quand on arrête les traitements. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la physiopathologie, c'est-à-dire que vous avez le virus qui monte au début de la primo, puis qui après stable pendant des années et des années, puis qui remonte quand on est au stade SIDA. Et en parallèle, vous avez les CD4 qui baissent un petit peu en primo, qui remontent, puis qui descendent. On dit qu'on perd 30 CD4 par an, jusqu'à arriver en dessous du seuil de 100 T4 où on a les infections opportunistes qui classent au stade SIDA. Voilà. Et ça, il faut des années et des années. Alors, pour les marqueurs diagnostiques, bon, ça, vous le connaissez probablement, c'est que l'ARN, il faut moins de 2 semaines pour le mettre en évidence dans le sang une fois qu'on a été contaminé. L'antigénémie P24, c'est environ 2 semaines. L'ELISA, c'est environ 3 semaines. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut faire des tests à 2 mois avant, c'était 3 mois, maintenant, c'est 2 mois. Mais en réalité, c'est plutôt 6 semaines. C'est qu'en fait, pour avoir 99% des personnes qui ont eu des anticorps pour le VIH1, on considère que c'est 6 semaines. Et on rajoute 2 semaines pour le VIH2. Donc c'est pour ça qu'on dit les tests, c'est plutôt 2 mois. Voilà. Mais en soi, 21 jours pour 80% des gens, c'est largement suffisant pour les anticorps ELISA. Après, est-ce que les gens peuvent réaliser? Ils peuvent éventuellement arriver au laboratoire en ayant fait des tests. Hein. Il y a 3 types de choses différentes. Il y a le test rapide. Donc ça, c'est le test que l'on peut réaliser au bout du doigt. Et en fait, ces tests-là, on considère qu'ils sont valables pour les infections qui datent de plus de 3 mois. Alors évidemment, on a le droit d'avoir un test positif avant, hein, ce n'est pas un coup près. C'est qu'on sait que tous les gens seront dépistés à 3 mois, alors que si on fait le test plus tôt, certaines personnes seront passées à côté. Après, on a les tests combinés, donc c'est les tests que l'on fait en général
au laboratoire, que vous connaissez mieux que moi, hein, où on détecte les anticorps anti-VIH1, VIH2 et maintenant l'antigène anti-P24 dans quasiment tous les tests combinés. Et après, si ce test est positif, on fait le Western blot pour la spécificité. Et il peut y avoir un certain nombre de bandes. Et selon le nombre de bandes, on peut dire s'il est dit complet, c'est qu'on est dans une infection qui a dépassé la primo-infection. S'il manque des bandes, c'est qu'on est dans un profil incomplet. Donc, c'est qu'il y a certaines protéines d'enveloppe qu'on n'arrive pas encore à récupérer. Et donc, on est dans une primo-infection. Voilà. La transmission, elle est essentiellement sexuelle à l'heure actuelle, avec, selon les pratiques, du plus risqué au moins risqué, anal réceptif, anal insertif, vaginal réceptif, vaginal insertif, fellation réceptive. Même il y a le risque est extrêmement faible pour la fellation réceptive, elle est essentiellement liée à la présence éventuellement de lésions muqueuses. Et évidemment, plus il y a des lésions muqueuses, plus le risque est élevé, parce qu'il y a un contact entre les liquides séminaux et le sang. Et évidemment, quand on est récepteur, c'est-à-dire quand on est une femme dans un rapport vaginal ou quand on est un homme qui reçoit un rapport anal, eh bien, il y a un contact plus prolongé avec en plus de micro-lésions, avec le sperme, et donc forcément le risque est plus important. Il y a des facteurs qui augmentent la transmission, les lésions, les saignements, les IST qui peuvent entraîner des érosions muqueuses, et évidemment, plus la charge virale est élevée, plus le risque de transmission est élevé. Donc c'est pour ça que la primo-infection est un moment où le virus se transmet beaucoup, et vous comprenez bien la problématique qui est que pendant la primo-infection, les tests ne sont pas 100% fiables, on peut être asymptomatique et donc on peut transmettre. Parce qu'on ne va pas changer ces pratiques quand on ne sait pas quel est notre statut, si notre statut sérologique a changé. Alors, ce qui est important, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure, c'est que le risque, le risque de transmettre dans un couple sérodiscordant ou sérodiférent, on peut faire dire ça. Maintenant, si la charge virale est indétectable depuis 6 mois, en fait, on peut tout à fait avoir des rapports sexuels sans préservatif et même avoir des enfants sans préservatif. Transmission sanguine, beaucoup plus rare maintenant, même chez les injecteurs de drogue, parce qu'il y a beaucoup de mesures de prévention. Et puis même dans la région, il y a eu assez peu, au final, de co-infections chez les toxicomanes. C'était deux populations assez différentes. Et le risque en cas d'accident d'exposition au sang est extrêmement faible, donc pas de panique. Il faut savoir que les gens qui connaissent dans la région, les gens qui connaissent leur statut sérologique et qui sont pris en charge dans une structure, plus de 90% et même 95% d'entre eux ont une charge virale indétectable. Donc quelqu'un qui connaît son statut sérologique et qui vous dit qu'il a le VIH, ben, globalement, il n'est pas à risque pour vous. Voilà. La transmission materno-fatale, qui est un problème évidemment sur lequel il faut rester extrêmement vigilant. Il y a des gens qui sont en salle d'attente, il faut les faire entrer. Je ne sais pas qui a le contrôle, mais je vois qu'il y a des gens qui attendent. Et le stade, les facteurs de transmission, c'est dans le stade SIDA qui est associé à charge virale plasmatique élevée chez la mère. Alors les ARV maintenant, probablement que vous, quand vous avez, certains nombre d'entre vous, quand vous avez fait vos études et moi-même également, c'était pas les antirétroviraux pour tous, vu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires. On attendait que les gens aient, alors à un moment c'était moins de 500, moins de 200, moins de 250, moins de 500 selon la pente. Maintenant c'est pour tous, pour deux raisons. Un impact individuel, c'est-à-dire que quand les gens ont besoin on a démontré que les gens ne mouraient pas de maladies opportunistes quand ils avaient plus de 500 CD4, mais ils mouraient quand même plus globalement d'autres événements non classants SIDA, comme on dit. Et donc débuter les traitements antirétroviraux pour tous au plus vite, c'est bien pour l'individu. Mais la raison pour laquelle en premier on a mis en route cela, avant d'avoir ces résultats-là, c'était que le traitement, c'est le meilleur moyen, enfin dans la stratégie combinée, c'est un moyen fondamental d'arrêter la transmission. On débute les antirétroviraux, les gens ne transmettent plus. Okay. Donc, ce qui est important maintenant à l'heure actuelle, c'est qu'on ne parle plus de survie avec le VIH, c'est qu'on parle de vivre bien et de bien vieillir avec le VIH, ce qui reste un challenge. Donc, nos patients maintenant sont des patients chroniques. La plupart d'entre eux ne posent peu ou pas de problème sur le plan thérapeutique, mais par contre, il est très important de les optimiser sur l'ensemble des autres dimensions, hygiène de vie, notamment comorbidité, parce qu'on sait que le VIH reste quand même très probablement, notamment un facteur de risque cardiovasculaire, par exemple. Et donc, il est très important de parfaitement les optimiser sur le plan métabolique et autres. Et donc, il y a vraiment une importance de les suivre. Alors après, certains disent qu'ils sont tellement bien suivis, probablement que leur espérance de vie dépassera ceux de la population générale. C'est possible et c'est tant mieux pour eux. Et les autres ont qu'à prendre exemple sur la prise en charge du VIH. Donc pour l'instant, c'est une vie sous antirétroviraux, mais maintenant, il y a tout un tas de choses qui sont sorties.
Je ne rentre pas dans le détail, mais sachez que le virus, quand il rentre, il y a plein de moyens de l'arrêter. On peut le bloquer au moment où il s'attache, on peut le bloquer au moment où il fusionne, on peut le bloquer au moment où il se réplique, et on peut le bloquer au moment où il mature pour ressortir. Et donc, on a donc un nombre de classes thérapeutiques assez important, donc plus que 4 maintenant, et on a surtout plus d'une vingtaine de molécules disponibles. Donc, c'est un panel absolument ahurissant. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà du panel, c'est qu'entre 87 et actuellement, vous voyez, en 87, on prenait des poignées de traitements. En 2006 sont apparus les STR, Single Tablet Regimen, un comprimé avec 3 traitements, voire 4 dedans. Et maintenant, on est aux allègements, c'est-à-dire que nos molécules sont tellement fortes que la trithérapie, eh ben, c'est pour des cas compliqués. Maintenant, on met les gens sous bithérapie. Certains sous monothérapie, mais c'est souvent qu'on n'a pas trop le choix. Et puis maintenant, il y a également les long-acting, des injections tous les 2 mois, et bientôt, on espère, tous les 6 mois, avec un traitement efficace. Donc voilà, il faut savoir qu'on a fait chuter la mortalité en 40 ans de 95%. Donc nous, notre objectif en tant qu'infectiologue, c'est obtenir une charge virale indétectable pour arrêter la progression de la maladie et restaurer l'immunité. Alors le traitement maintenant, il est à la carte. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en l'absence de modification en l'absence de virus résistant à telle ou telle classe thérapeutique, mais en fait, il va vraiment y avoir une discussion avec le patient, c'est qu'est-ce que vous préférez, hein, et qu'est-ce qui est en lien avec les comorbidités, vos facteurs de risque cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on va préférer comme médicament. Ça peut être des trithérapies, ça peut être un allègement assez rapide pour éviter certaines classes thérapeutiques sur les facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple. Ça peut être l'injection une fois tous les 2 mois, ou parce que les gens ne veulent pas que la famille ou que les proches voient qu'ils prennent les traitements, ou parce que même eux, le fait de prendre un médicament, bah, ça leur rapproche trop la maladie. Et donc, on peut tout à fait, il y a tout un tas de situations et de bonnes raisons pour modifier les traitements, même si ça se passe bien sur le plan immunovirologique. Et donc, il y a la dimension sociale, psychologique, qui est extrêmement importante pour le choix en fait, de la molécule et de la stratégie thérapeutique que l'on va mettre en route pour le patient. Pour le bilan thérapeutique, c'est juste que si je vous l'ai juste mis en une diapo, parce que vous pouvez avoir des patients qui sont peut-être suivis chez vous, et donc il faut savoir qu'une fois par an, on fait un bilan assez large, et une autre fois par an, on fait un bilan beaucoup plus court. Et il y a, on va dire, 5 parties dans la prise en charge du VIH. Un bilan standard plutôt pour la tolérance et les comorbidités, le bilan immunovirologique, euh, la recherche de co-infection et la recherche d'IST. La prévention, au final, eh ben, je suis plutôt passé directement à ça. Ce qui est important, c'est que la base de la prévention, c'est rendre les gens indétectables. Donc U égale U, undetectable égale untransmittable en anglais. Donc un des objectifs majeurs de la prévention, c'est d'arrêter, de rendre le plus possible de patients indétectables pour leur charge virale. Maintenant, on a une stratégie de prévention extrêmement large. Donc là, c'est un peu en amont de tout ce qu'on a dit de la prise en charge du traitement. C'est un peu hors sujet, mais c'est important que vous le sachiez, qu'on a en fait la réduction des risques, évidemment, hein, donc, notamment pour les toxicomanes, changement des seringues. Le traitement de post-exposition, toujours important, que ce soit après un rapport sexuel, après un AES. Eh bien, on a des traitements efficaces pour éviter la transmission, qui doit débuter dans les 48 premières heures, dans les suites du contact et idéalement dans les 4 premières. Le dépistage, dans toutes ses formes, dans lesquelles vous êtes maintenant un des principaux acteurs qui entrent dans la danse. Le préservatif, bien évidemment. La prophylaxie pré-exposition, qui est une sorte c'est la capote chimique, hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est 2 antirétroviraux bien connus de la prise en charge du VIH, et un qui est très connu aussi pour l'hépatite B, un des deux. Et donc ces traitements servent en fait à éviter d'attraper le VIH quand on a un rapport à risque. Et le TASP, c'est le Treatment as Prevention, traitement comme prévention. Ce que je vous dis depuis le début, le plus on traite les gens tôt, le moins ils contaminent, et le plus facilement on arrivera à éradiquer la transmission du virus. Maintenant, on parle de l'objectif maintenant est que 95% des personnes qui sont dépistées sont sous traitement et de manière efficace. En France, on est en passe d'y arriver. Évidemment, on peut augmenter et encore améliorer ce chiffre grâce à vous. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, ni trop bombardant d'informations. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette première partie, un peu d'actualité sur le VIH, mise à jour Vous étiez au courant de tout ça?
Je crois qu'il y a 3 messages. Maladie. Parce que si vous êtes... Très honnêtement, enfin moi, à titre personnel et au niveau thérapeutique, non. Là, j'avoue que je ne savais pas qu'on en était à ce niveau-là, et notamment un sacré allègement des conditions. C'est impressionnant. On est en Et de l'efficacité. simplification et allègement. Simplification, on diminue le nombre de la galénique, et allègement, on diminue le nombre de molécules. On ne sait pas encore ce qui est mieux, hein, entre trithérapie ou bithérapie. On a l'impression que c'est équivalent. Donc il y a pas mal une démarche bio, on va dire. Hein. Moins de médicaments, c'est toujours mieux. C'est moins de produits chimiques. Et donc il y a beaucoup de patients qui mettent ça en avant. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, oui, on commence souvent encore par une trithérapie avant d'alléger, mais en théorie, on peut commencer par des bithérapies dans certains cas. Et c'est couplé à une efficacité accrue. Ouais, en fait, depuis, on va dire 2008, on va dire, maintenant, les objectifs d'un traitement, c'est indétectable, le virus indétectable. Et donc maintenant, c'est c'était avec des trithérapies, on n'a pas baissé en exigence avec les nouvelles molécules, on doit arriver au même niveau, c'est-à-dire une indétectabilité pour 95 ou 96% des personnes qui sont mises sous traitement dans les essais cliniques. Et on arrive à cette indétectabilité maintenant pour beaucoup de patients au bout de moins de 3 mois de traitement, même parfois 1 mois. Hein. Donc vraiment, on a des molécules qui ont un pouvoir antiviral très puissant. On le voit Je par vois exemple qu'il y a chez une la question femme dans le enceinte. chat. Ouais, sur la grossesse, donc oui, c'est possible. Effectivement, donc on suit tous les ans hein, des femmes enceintes vivant avec le VIH et qui donnent naissance à des enfants en bonne santé. Donc oui, alors toutes les molécules ne sont pas compatibles avec la grossesse et ça fait l'objet d'un suivi particulier chez la femme en âge de procréer où on va réfléchir dès la mise sous traitement à avoir un traitement qui va être compatible avec un projet de grossesse. C'est une grossesse qui va être accompagnée, mais pas finalement, c'est pas un suivi qui est très compliqué, quoi. C'est un suivi conjoint entre l'infectiologue et l'obstétricien, mais c'est rendu de plus en plus simple. Pendant longtemps, ça a été dévolu au CHU et là, c'est en train vraiment d'être démocratisé. On les suit partout. Ouais, il faut les Alors, envoyer. j'aurais une autre question sur Alors les juste pour finir sur AES. la grossesse, même Pardon. on va dire maintenant de manière consciente, les rapports sexuels, enfin, de toute façon, ils ne nous ont pas demandé leur avis, hein, mais les rapports sexuels non protégés dans un couple sérodifférent, à partir du moment où il y a eu 6 mois de charge virale indétectable, ça a été démontré par des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques, comme quoi, en fait, c'est tout à fait possible. La seule chose pour laquelle il reste encore une petite incertitude, c'est l'allaitement maternel. Qui est pour l'instant pas autorisé dans les pays, on va dire, du Nord ou les pays développés. Mais autrement, les rapports sexuels avec une charge virale indétectable sont tout à fait valides. Sauf la Suisse, tout à fait, dit Thomas, et puis aussi l'Angleterre qui fait quelques petites incartades, et puis peut-être nous à terme, bien rapidement. On parle de l'actualité, Thomas. Et bientôt, nous, je suis C'est d'accord. pareil, hein, je ne sais pas si elles nous demandent C'est toujours encore notre avis. Hein. Peut-être qu'elles nous disent non pour nous faire plaisir, mais Oui, voilà, exactement. il y en a peut-être qui le font déjà. Ou envoyer les une question, Hélène, tu veux peut-être répondre ou moi je réponds? Ouais, on va vous en reparler après, mais oui, je vais en parler. Donc les AES, si c'est en heure ouvrable, ça peut être dans les Cégid et je vous montrerai tout à l'heure une cartographie des Cégid de la région ou dans les services de maladies infectieuses, il y aura aussi une cartographie. Et puis sinon, en dehors de ces heures ouvrables, c'est dans les services d'urgence, alors de préférence urgence hospitalière, parce que dans les urgences du privé, ils ne sont pas toujours équipés en kit de traitement, mais voilà. En On fait, va y revenir, mais oui, c'est ça. Et le plus tôt est le mieux, sachant plus c'est commencé tôt le traitement d'urgence, traitement post-exposition, mieux c'est. Donc même si c'est la nuit, ils peuvent venir la nuit dans un service d'urgence. On va leur délivrer un kit de traitement pour démarrer. les urgences hospitalières donnent en général 3 jours de traitement, voire 4. Et après, ça doit être réévalué par l'infectiologue référent. Et selon l'hôpital dans lequel les gens se sont pointés, ils vont donner un numéro pour prendre rendez-vous dans un endroit X ou Y pour pouvoir réévaluer. Parce que souvent, on les arrête, les traitements qui ont été débutés, ou pour maintenir le traitement. Et un traitement complet post-exposition, quand on le maintient, c'est 28 jours. Avec un taux d'efficacité qui est excellent. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie, on va passer à la suite. Donc, je vais vous présenter le dispositif.
Fenêtre. Hop. Donc voilà, déploiement du dispositif VIH Test en Hauts-de-France. Donc déjà, ce dispositif, il est issu d'une expérimentation qui a été menée pendant 18 mois à Paris et dans les Alpes-Maritimes et qui a montré que cette offre de dépistage, alors qui est à la fois supplémentaire et complémentaire parce que en fait, on a vu que c'était pas vraiment le même public qu'avec les autres offres de dépistage, permettait, de détecter des nouveaux patients qui peut-être ne seraient pas venus au dépistage, par les stratégies classiques. Et on a montré également que c'était coût efficace, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Donc l'expérimentation, elle a été menée en 2019 et 2020 sur ces 2 territoires. On voit qu'en fait, cette offre qui était nouvelle, elle s'est quand même rapidement inscrite dans le paysage de dépistage puisque ça a représenté, pour l'expérimentation 7,2 % de l'activité, de dépistage VIH en laboratoire, en laboratoire. Et par rapport, donc quand on compare, 2e semestre 2018 au 2e semestre 2019, on n'a pas comparé avec 2020 parce que 2020, on était en plein dans le covid et donc les chiffres du dépistage ont été mauvais, quelles que soient les stratégies. On a, une hausse significative du dépistage à partir du moment où ce dispositif, est enclenché. Donc on voit bien qu'on dépiste des gens en plus. C'est pas une substitution de l'autre. Et quand on regarde, en termes de coefficacité, on voit que le taux de positivité donc, par le dispositif est de 2,4 pour 1000. Quand on est sur des tests prescrits en laboratoire, on est à 1,9 pour 1000, donc un peu en dessous en taux de positivité. 2,4, ça se situe du coup, on se rapproche du taux de dépistage en Cégide, et on reste en dessous des dépistages associatifs qui ont un taux de positivité élevé, qui vont s'adresser à un public cible. Et quand on regarde le coût pour identifier un positif, on voit qu'en termes de coût efficacité, on est équivalent au coût des associations, donc ce qui est plutôt satisfaisant. Donc moins cher que les tests réalisés en Cégide et moins cher que les tests prescrits dans le circuit habituel sur ordonnance médicale. Donc là, c'est à partir de ces résultats de cette expérimentation, alors qui ont montré aussi qu'il y avait un bon accompagnement dans le soin, hein, je vais y revenir, que le ministre de la Santé, donc qui était à ce moment-là Olivier Véran, a décidé de généraliser le dispositif à partir du 1er janvier. Dans l'expérimentation, on a le suivi de parcours de 31 personnes découvertes. Donc, alors, découvertes ou redécouvertes, parce qu'il y en avait 5 qui finalement étaient déjà connues, mais qui avaient arrêté leur suivi. Et donc, le dispositif leur a permis alors, de refaire une sérologie. Quelquefois, il y a des patients qui ont besoin de se retester, de savoir si vraiment ils sont infectés. Mais en tout cas, ça leur a permis de retourner dans le soin. Donc c'est intéressant parce qu'on a retrouvé des perdus de vue. Et puis sur les 31, il y en a 30 qui sont allés vers le soin, hein, qui ont pu être amenés vers une prise en charge. Donc c'est pas négligeable et avec un délai de prise en charge qui a été rapide, puisqu'entre le diagnostic et la reprise du suivi, il y a eu 5 jours et entre ce début de suivi ou cette reprise de suivi et la mise sous traitement, à nouveau 5 jours. Donc entre le test initial et le traitement, 10 jours. Donc ce qui est un délai court et c'est très satisfaisant parce que ça va permettre vraiment aux gens de rentrer dans le soin très vite et de bénéficier de ces bénéfices individuels de traitement dont on a parlé et aussi du bénéfice collectif, hein, puisqu'on a dit qu'à partir du moment où ils allaient être traités et avec une charge virale indétectable, ils ne vont plus contaminer. Donc, on enraye les chaînes de contamination. Donc, la loi a généralisé le dispositif au 1er janvier, donc c'est déjà en place, mais on fait les choses un peu secondairement. On organise maintenant le circuit territorial, mais vous savez que depuis le 1er janvier, toute personne peut se présenter dans vos laboratoires pour réaliser un dépistage sans ordonnance, sans prescription, sans frais, sans rendez-vous. Alors, toute personne presque, puisque c'est toute personne qui a une couverture maladie, assurance maladie.
Dans les Hauts-de-France, donc le déploiement est piloté par l'Agence régionale de santé, hein. Donc, il y a un COPIL qui a été mis en place, qui a validé le rôle d'appui du Corévi. Le Corévi donc, va relayer la communication. Alors, on attend encore des supports nationaux. On a décidé de commencer quand même à mettre en place le dispositif avant, puisqu'il y a un petit peu de retard de prix. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de laboratoires qui s'étaient équipés, enfin qui avaient déjà, pour être allé moi-même faire une prise de sang, mis des affichages, etc. Donc voilà, hein, de votre côté comme du nôtre, on a démarré. Et puis, on s'est proposé de vous offrir cette formation actualisation des connaissances et de vous accompagner dans la prise en charge de ces patients, et notamment quand il y aura des découvertes de tests positifs. Je vais y revenir. Ça nous permet aussi de renforcer la coordination sur notre réseau de soins, puisque les infectiologues des services membres du Corévi vont faire partie directement vont être vos interlocuteurs pour orienter et organiser la prise en charge des patients qui s'avéreront positifs. Donc pour l'accompagnement des biologistes, on se propose de vous accompagner à l'annonce de la séropositivité, à l'orientation des personnes vers le soin ou vers l'offre de prévention et au recueil des besoins de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. L'idée, c'est que vous puissiez appeler, donc on a mis en place un numéro vert régional réservé aux professionnels, qui est celui-là, hein, donc 03 10 01 01 35, qui donc va être mis en service début juillet. Qui va permettre d'appeler donc dans les heures ouvrables et le samedi en semaine et le samedi matin. Et vous serez en contact avec un infectiologue qui a l'habitude de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc, il va y avoir un roulement qui va être organisé. Et l'idée, c'est que vous pouvez appeler dès que vous avez le résultat, parce que pour préparer l'annonce, donc ça peut être pour faire le point avec l'infectiologue sur les messages à passer. Donc, on va y revenir après sur comment on fait une annonce, hein. Ça peut être aussi pour préparer, nous annoncer quand est-ce que vous allez revoir la personne et qu'on se tienne à disposition à ce moment-là. Parce qu'après, il y a possibilité de rappeler donc le numéro vert au moment de cette annonce, soit pour la faire avec l'aide en direct de l'infectiologue, soit pour, à l'issue de votre annonce, nous appeler et qu'on puisse s'entretenir. Alors l'idée, c'est qu'on puisse s'entretenir idéalement avec la personne pour recueillir un peu les besoins de prise en charge et organiser le premier rendez-vous dans le service qui va lui convenir et avec les différentes s'il y a besoin, par exemple, d'une assistante sociale parce qu'il faut aider dans les droits, s'il y a besoin d'un psychologue, s'il y a besoin. Voilà, on va essayer de faire le point de quel est l'accompagnement nécessaire pour ce premier rendez-vous et d'organiser tout ça dans le service qui va être choisi. Alors, en résumé, donc, voilà l'organigramme. L'annonce du résultat donc, est faite par le biologiste et on propose ce dispositif d'orientation. Le patient refuse, il faut envisager cette possibilité. Il ne souhaite pas qu'on communique, qu'on discute de ses résultats avec un infectiologue. Bon, on peut réadresser au médecin traitant s'il ne veut pas non plus, ça arrive des fois, hein. Et ben, on peut le renvoyer vers l'annuaire des centres de prise en charge qui vous sera évidemment communiqué. On va envoyer, diffuser via l'URPS des plaquettes de synthèse des informations qu'on vous donne ce soir. Si le patient accepte, donc dans le meilleur des cas, et on espère que ce sera la majorité, vous pouvez appeler donc ce numéro vert, soit en amont, soit au moment du rendu, soit les 2, et vous entretenir avec le médecin VIH de permanence. Donc on va faire ce recueil des besoins et on va proposer les différents centres de prise en charge pour que le patient en choisisse un. On va prendre les coordonnées évidemment du patient et il va y avoir un intervalle de temps assez court où le médecin de VIH de permanence va organiser ce premier rendez-vous. Idéalement, on va essayer de proposer un rendez-vous dans les 48 heures ou au plus dans les 5 jours ouvrés en fonction des possibilités du centre de prise en charge choisi. Et puis, le médecin de permanence va rappeler le patient pour lui communiquer les informations relatives à son rendez-vous.
Au décours, vous serez probablement rappelé par les équipes du Corévi pour faire le suivi, notamment savoir si la déclaration obligatoire a bien été faite, savoir comment ça s'est passé, etc., pour l'évaluation du dispositif. Donc, on rappellera le patient aussi pour être sûr qu'il est allé à son rendez-vous, ou le patient ou le service, plutôt d'ailleurs le service dans lequel le rendez-vous a été pris, pour savoir si il est bien allé à son rendez-vous. Voilà ce que je peux là vous proposer déjà comme dispositif. Est-ce que sur le dispositif en lui-même, avant de passer à- à- aux modalités d'annonce, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je reviens sur... Moi, j'en ai une, si jamais. Oui, Si un je patient t'écoute. ne veut pas donner son médecin traitant et veut récupérer, est-ce que le patient a l'obligation de donner son médecin traitant pour pouvoir réaliser le test? Non, il n'a pas l'obligation, il n'est même pas obligé d'avoir un médecin traitant, hein, d'ailleurs, parce que c'est dans ce dispositif quand même une partie du public, ce sont des gens qui n'auront pas forcément de médecin ou qui n'auront pas envie d'impliquer leur médecin dans cette question-là, en tout cas dans un premier temps. Donc non, c'est pas du tout obligatoire. Si après il le souhaite, évidemment, le résultat sera envoyé au médecin, mais ça reste le choix du patient. Est-ce que par exemple, si un patient est déjà suivi, par exemple pour un bilan biologique qu'il aurait déjà fait dans un laboratoire X ou Y, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut lui demander s'il veut que le prélèvement soit envoyé à son docteur traitant ou pas? Oui, je pense qu'il faut lui poser la question, effectivement. Voilà, c'est juste pour soulever ça. En Non, principe, mais c'est une bonne ouais. remarque. En principe, c'est un peu la procédure, hein, de demander au patient s'il souhaite que ça soit adressé à son médecin traitant. C'est logique. Est-ce que le dispositif tel qu'il vous est présenté là, ça vous paraît, ça vous convient? Par contre, quand le patient a une ordonnance d'un médecin, à ce moment-là, on est toujours dans l'obligation de contacter le médecin pour signaler la séropositivité, comme avant. Bah oui, si vous avez une ordonnance qui a un médecin prescripteur, a priori, il faut rendre le résultat, oui, tout à fait. Après, si vous êtes en difficulté pour joindre le médecin, ou qu'il y a oui, notamment que vous êtes en difficulté pour le joindre, si vous souhaitez appeler le dispositif pour vous aider, il y a tout à fait possibilité aussi, hein. Parce que quelquefois, les médecins sont en vacances et le patient attend les résultats. Donc, et puis, on a de Tout à fait. moins en moins de médecins qui sont là le week-end, ou etc., ou qui sont joignables. Donc ça, c'est encore une possibilité de vous joindre pour que vous nous aidiez dans la procédure. Oui, tout à fait. OK. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on avait ouvert à l'URPS pharmacien ce soir. Je sais qu'il y a des pharmaciens. C'est parce que c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui revient avec un TROD, un autotest qui a été vendu en pharmacie, qui revient en vous disant je suis positif et que vous êtes embêté, nous, on est tout à fait ouvert à ce que le dispositif soit utilisé aussi dans ce contexte-là. Il n'y a pas de raison. D'accord. Mais on est J'avais bien une question d'accord. concernant le... Pardon. Oui, Sébastien Lepers, Serballiance. J'avais une question concernant le numéro vert, puisqu'il va être mis en place en juillet. Dans l'attente de ce numéro vert, quel est le numéro de téléphone, quel est le numéro de téléphone qu'il faut réaliser pour une aide à l'annonce? Alors, bon, début juillet, c'est dans 10 jours, mais si ça arrive Oui. d'ici là, jusqu'ici, on a eu des appels directement au Corévi, où on a redirigé vers les services adéquats. Après, alors, si vous êtes dans quel secteur? Sur l'île. Sur l'île, donc sur l'île, c'est généralement Tourcoing. Mais du coup, tout à l'heure, je vais vous présenter le réseau, et on a une dia avec tous les numéros de téléphone des services d'infectiologie. Donc, OK. ce qui permettra, en attendant le numéro vert, d'avoir toutes les coordonnées déjà. Ce qui est important de dire, c'est que dans tous les cas, c'est vers un service hospitalier, dans tous les cas au début, hein, Oui. étant donné que la primo-prescription est pour l'instant hospitalière.
Et le suivi peut être fait par des médecins de ville. Donc, de toute façon, l'orientation du patient, elle se fait vers les centres hospitaliers qui prennent en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc, sur la métropole, c'est Tourcoing. Et après, il y a tout autour de la métropole, il y a il y a Lens, il y a sur la côte, il y a des endroits, on va voir sur la côte tout à l'heure, et puis dans le sud de la région, il y a Amiens évidemment comme CHU, mais il y a également d'autres hôpitaux. Il y a une quinzaine de centres, on vous montrera la carte tout à l'heure. Ouais. Oui, je voulais revenir sur une question précédente. Quand il s'agit d'une personne qui vient avec une prescription, c'est sûr que, je ne vais pas dire qu'on est hors cadre, bien sûr, mais on reste dans ce qui se pratiquait jusqu'à présent, c'est-à-dire, voilà, c'est le médecin qui prend un petit peu en charge les choses. Oui. On n'est pas dans le domaine au labo sans ordo. Maintenant, comme le soulignait la personne qui a posé la question, effectivement, je pense que vous êtes particulièrement les bienvenus, notamment si on a des soucis pour que soit nous, soit la patiente ou le patient a du mal à joindre son médecin. Mais là, on est dans un domaine antérieur, quoi, classique. Tout à fait. On reprend du coup. Alors, du coup, c'est Sylvain qui va vous présenter la partie sur l'annonce et on discutera de retour d'expérience éventuellement. Alors, hop. Vous voyez le diaporama? Pas encore. Ah, Non. alors. Donc en attendant, donc Sylvain Lapez, je suis médecin généraliste donc au CJ d'Amiens, donc au centre de dépistage pour le VIH et les IST. Donc quelques diapos, voilà, pour avoir peut-être une aide pour annoncer une séropositivité, parce que on imagine que c'est une question qui est légitime pour vous. Hein, voilà, comment annoncer ce résultat aux patients dans ce contexte bien particulier, hein, où il n'y a pas de médecin prescripteur préalable, hein, et donc vous allez recevoir un patient avec ce résultat, et un patient que vous ne connaissez pas a priori ou très peu, hein, et donc notamment vous ne connaissez pas son histoire, ses antécédents, comorbidité psychiatrique, l'histoire, est-ce qu'il y a qu'est-ce que quelqu'un qui vit en couple avec une autre personne qui est infectée? Enfin voilà, on imagine beaucoup de situations que vous ne connaissez pas. Est-ce que cette personne est venue faire un dépistage chez vous avec des inquiétudes suite à un risque sexuel ou sanguin, ou est-ce que cette personne présente des symptômes? Donc voilà. Donc toutes ces données que nous on recueille au préalable avant un dépistage, vous a priori vous ne les aurez pas. Et vous ne connaissez pas non plus peut-être les connaissances ou les croyances de ce patient sur l'infection à VIH. Voilà. Un petit diapo d'après. Voilà. Alors, pour que cette annonce se passe dans de bonnes conditions, effectivement, il faut voilà, aménager un petit peu les choses. Et puis, je pense que vous êtes déjà un peu rassuré avec les présentations précédentes de Olivier, de Hélène, avec ces notions-là qu'aujourd'hui, le VIH, le suivi se passe plutôt bien, et avec cette plateforme qui va être mise en place. Néanmoins, il faut quand même adapter cette annonce, qui est quand même un moment clé, hein, que le patient va certainement se garder en mémoire et en souvenir. Et donc, préparer cet entretien sur un rendez-vous. Alors, c'est peut-être à redécider, à revoir comment va se passer le rendu des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. En tout cas, s'il y a un résultat positif à rendre, il faut pas évidemment que ça soit au comptoir. Alors, je pense que le biologiste doit être bien évidemment averti, quitte à faire revenir le patient dans un second temps pour que cela se passe dans un endroit tout à fait approprié, bien évidemment, calme et confidentiel, et pouvoir avoir le temps nécessaire pour répondre aux questions de la personne qui, on l'imagine, peut être sidérée sur le moment par cette annonce. Et donc, pour vous, pour être également voilà, dans de bonnes conditions, d'avoir au préalable contacté la plateforme vous permet peut-être de vous dégager de ce stress d'organisation, de voilà, comment je vais pouvoir orienter mon patient, qu'est-ce que je vais en faire. Voilà, si vous avez au préalable
téléphoné et avoir eu ces renseignements, vous serez certainement beaucoup plus rassuré pour cette annonce. Voilà, si je peux passer, Hélène. Oui. Quelques points clés à avoir en mémoire pour l'annonce. Connaître le parcours de soins et ce que le patient attend comme prise en charge. Donc ça vous a été présenté, que le rendez-vous avec l'affectiologue et puis les rendez-vous à venir. Pouvoir réassurer dans l'immédiat le patient sur ce que c'est aujourd'hui qu'un suivi de l'infection à VIH. Donc vous avez eu la présentation là-dessus. Sur cette première consultation d'annonce, évidemment, écouter le patient et répondre à ses premières interrogations s'il en a. Et puis, certainement partir de ses connaissances. Donc, il y a une diapo après, on va reparler de ça. Et si on peut également glisser un mot et penser au dépistage du ou des partenaires, puisque voilà, c'est pour éviter des contaminations ultérieures. Voilà, donc quelques points clés à avoir en tête. Si tu peux passer. Voilà, donc suite à cette annonce, et bon, je ne l'ai pas écrit, mais bien évidemment, il faut dire clairement les choses. Voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Voilà, la sérologie pour le VIH est positive. Il faut vraiment dire les mots. Peut-être pas parler de sida à ce moment-là, puisque le sida, vous savez, c'est le stade ultime. Voilà, mais là, on parle d'infection, d'infection à VIH. Et donc, si le patient exprime des inquiétudes et des questions, il faut, je pense, prendre le temps de l'écouter et pour pouvoir répondre à ces questions. Si la discussion ne vient pas, on peut lancer les choses en reprenant un petit peu le contexte qui l'a amené à faire ce dépistage et lui demander s'il avait des craintes d'être infecté par le VIH. Et peut-être que là, vous aurez des informations par ce patient qui connaît quelqu'un qui vit avec le VIH, qui a un conjoint, une conjointe qui vit avec le VIH, qui a pris peut-être des risques sanguins ou sexuels. Voilà. Donc de lancer une discussion et d'être après à l'écoute du patient. Et peut-être à un moment donné, poser la question, pour vous, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, une infection au virus VIH, puisqu'il y a encore beaucoup de croyances, d'anciennes informations qui circulent, et évidemment, il faut partir d'une base commune. Là, je ne sais pas, Hélène, si tu veux illustrer peut-être avec une situation clinique ou des cas concrets, ou tu veux qu'on Oui, alors c'est vrai que ça, moi, c'est une question que je pose souvent quand j'ai fait une annonce, parce qu'on ne va pas donner les mêmes explications si la personne, elle part d'une représentation où elle a vu Philadelphia et elle pense qu'elle va mourir, parce que ça arrive encore que la représentation, ce soit celle-là. On s'imagine les années 80-90, voilà, il n'y a pas de traitement, on va mourir. Bon. Donc là, il y a beaucoup de choses effectivement où il va falloir déconstruire et puis amener des nouvelles informations sur le fait que non, on m'a expliqué la maladie chronique, l'espérance de vie qui est similaire à celle de la population générale. Enfin voilà, projeter sur des choses positives, parce que l'idée c'est que la personne elle sorte pas de l'entretien terrorisée, mais qu'elle se projette dans une prise en charge et dans le fait qu'elle va pouvoir aller mieux et continuer à vivre avec la maladie, certes, mais à vivre. Et puis, quand quelqu'un, à l'inverse, vous dit, oui, j'ai déjà un ami qui est sous traitement, et puis, en fait, je vois bien qu'il va bien, qu'il vit comme moi. Bon, on va pouvoir partir d'une autre représentation, et du coup, les messages à amener ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc ça, c'est souvent pour démarrer l'entretien, effectivement, c'est intéressant de savoir d'où on part. Merci, Hélène. Tu peux peut-être passer la diapo. Oui. Voilà, et donc s'il y a des questions, vous pouvez y répondre. Voilà, quelques sujets qui peuvent être abordés, mais certainement pas une liste exhaustive, puisqu'il faut limiter le nombre de messages pour que ça reste clair. Mais s'il y a quelques sujets où vous sentez qu'il y a des questionnements sur le patient, les sujets sur la prise en charge médicale, le traitement, et donc rassurer sur la simplicité aujourd'hui de la thérapeutique, qui souvent se résume à un seul comprimé par jour, des faibles effets indésirables.
le sujet de l'espérance de vie, comme disait Olivier, qui est aujourd'hui de même, voire peut-être plus que la population générale. Rassurant sur la sexualité qui reste possible et la procréation qui reste possible, hein, on le disait. Rassurance également sur la pratique professionnelle. Il n'y a aucune raison, hein, voilà, qu'il y ait des changements dans la pratique professionnelle. Il n'y a même pas d'obligation d'informer le médecin du travail de cette infection. Ça reste au choix du patient. Peut-être aussi dire qu'il n'y a pas d'urgence, en tout cas même pas d'obligation, hein, d'informer l'entourage, que ce soit familial, amical ou professionnel. Et quand même glisser aussi peut-être l'idée de informer et de dépister ses partenaires, hein, pour profiter d'une prise en charge le plus précoce possible s'il y avait une infection chez les partenaires. Donc voilà, une fois de plus, des exemples de sujets, mais surtout peut-être limiter le nombre de sujets abordés pour que ça reste clair dans la tête du patient. Après, informer des démarches obligatoires, donc du test de confirmation, hein, parce qu'il n'en a pas encore parlé, mais il y a la possibilité de faux positifs. Bon, je pense qu'en tant que biologiste, là, vous avez, vous, des indices, hein, pour vous dire, ah, ce test-là, c'est certainement un faux positif, hein, avec des index bas. Et peut-être pas d'emblée parler des faux positifs aux patients et pas créer des faux espoirs. Mais on peut en parler malgré tout en disant qu'il y aurait un test de confirmation dans un deuxième temps qui sera réalisé. Alors, soit au laboratoire, soit chez l'infectiologue. Reste à savoir aussi si au moment où vous rendez la sérologie, vous avez déjà le Western blot ou pas pour avoir vous une confirmation complémentaire. Mais voilà, donc informer de ce test, d'un deuxième test qui confirmera la sérologie et de la déclaration obligatoire de façon dématérialisée ou papier. Voilà, donc vous pouvez informer de ces démarches. Ouais. Alors pour le test, la question du Western blot, souvent, c'est quand même assez long à récupérer. Donc là, l'idée dans le dispositif, c'était plutôt qu'on essaye d'accélérer la prise en charge. Donc dans le dispositif, je pense que alors sauf si vous avez effectivement un index qui est proche de 1 et où il y a un doute sur un faux positif, mais si on est assez sûr, je pense qu'il faut faire une première annonce et en expliquant qu'il y aura un test de confirmation fait dans le service, mais pour que la prise en charge, elle soit faite rapidement dans la foulée, en fait, hein. Et nous, on pourra tout à fait, au premier rendez-vous, faire le deuxième test, faire la charge virale et confirmer les choses. Si par hasard, c'était un faux positif, ben, ce sera plus facile pour nous de rassurer sur un faux positif plutôt que d'avoir un petit peu attendu cette confirmation, hein. Voilà. Et après, pour la déclaration, bien préciser aussi qu'elle est obligatoire, mais qu'elle est anonymisée, hein, donc ça sert uniquement à des données épidémiologiques. Ils ne vont pas être répertoriés comme personnes vivant avec le VIH. Tout à fait. Pardon. Voilà, et donc, diapo d'après. Voilà, et bon, à la fin de l'entretien, bon, alors, être sûr que le message que vous avez voulu faire passer ait bien été entendu, et surtout vérifier la bonne compréhension de l'orientation que vous proposez et la faisabilité de ce rendez-vous. Enfin, voilà, il n'est pas question de placer un rendez-vous à un patient qui ne sait pas s'il pourra y aller, il ne sait pas vraiment où ça se trouve. Donc voilà, il faut quand même évaluer la faisabilité de ce rendez-vous qui va être proposé grâce à la plateforme et proposer au patient de revenir vers vous s'il n'a pas pu ou pas su se rendre au rendez-vous, ou si sous l'effet de la sidération, finalement, il n'a pas imprimé, il n'a pas enregistré les coordonnées et le lieu du rendez-vous. Donc voilà, je vous proposais de pouvoir revenir vous voir, hein, pour reprendre les choses dans un deuxième temps. Voilà, je crois que c'était la dernière. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'annonce ? Moi, j'avais une question Est-ce que concernant concernant le test de Allez-y. confirmation, parce que dans notre laboratoire, on réalise le test de confirmation en travaillant avec le Cégide de Lille. Donc, on peut éventuellement rendre les résultats sous 48 heures. Mais dans ce cadre-là, comment se passe la prise en charge? Parce que le dépistage est pris en charge.
dans le cadre de cette procédure. Mais par contre, les tests de confirmation et les tests complémentaires, comme le P24 par exemple, en cas de Western blot négatif, comment ça se passe la prise en charge? Vous voulez dire au niveau de la couverture? Oui, c'est ça. Oui, est-ce que vous pouvez le lancer alors qu'il n'y a pas de prescription médicale? Exactement. On a Thomas qui nous répond. Alors, au-delà du Western blot, ce qui serait intéressant, ce serait de compléter. Oui, bon, ça, on verra. C'est une bonne question. Au niveau de l'assurance maladie, j'ai pas la réponse. Je pense que logiquement, ça fait partie du test en fait d'envoyer le Western blot. Donc normalement, à mon avis, ça doit relever de la même prise en charge. Je suppose qu'on peut le justifier de toute façon à partir du moment où on a un test de dépistage positif. C'est un petit peu ce qu'on fait actuellement. Nous, on les induit d'emblée. Le Western blot, il fait partie de l'obligation, donc je pense qu'il est pris en charge dans le dispositif. J'ai D'ailleurs, Thomas qui me le confirme, Thomas Huleux qui est à la fois sur l'hôpital de Tourcoing et l'ARS qui me confirme ça en commentaire. il est tout à fait possible d'envisager de le lancer et éventuellement de faire une antigénémie P24 si on voit que le Western blot est négatif pour éliminer une infection très récente. Oui. Est-ce que ce serait pas plutôt une charge virale qui serait faite à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais la charge, ouais, du coup, c'est une charge virale, mais ce ne sera pas sur le même prélèvement. Donc, je pense que là, il faut Exactement. déjà avoir passé la main au service de soins, à mon avis. Tout à fait, d'accord. Votre micro est fermé. Monsieur Acco, on ne vous entend pas. Ça va aller mieux en ouvrant, excusez-moi. Ça serait quand même quelque chose à vérifier avec l'assurance maladie, parce que la sérologie dans le cadre au labo sans ordo bénéficie d'un code à la nomenclature qui est bien spécifique. Donc elle est bien individualisée en tant que telle. Par contre, à ma connaissance, les examens complémentaires et donc le Western blot et l'antigénémie gardent leur code de nomenclature normal et code de nomenclature qui sous-entend une prise en charge avec une ordonnance. Donc, je sais bien qu'il y a une filiation logique de faire les contrôles en cas de dépistage dans le cadre d'une démarche sans ordonnance, mais sur un plan purement pratique, administratif, je ne pense pas qu'il y ait une cotation spécifique qui soit attribuée à ces deux examens complémentaires. Donc là, c'est D'accord. une excellente question et qui est à creuser, quoi. Alors, on va vérifier ça avec l'assurance maladie, mais après, quoi qu'il en soit, si vous ne lancez pas le Western blot, si le patient est vu rapidement, ce sera fait sur la deuxième Bien sûr. lors de sa venue dans le service. J'ai vu ta remarque, Thomas, sur les sérologies. On va y revenir sur le complément de dépistage. Je vais en reparler après. Effectivement, Thomas disait qu'au-delà de ça, ce serait bien de proposer un dépistage complémentaire sur les infections sexuellement transmissibles, syphilis, hépatite B, hépatite C. Oui, alors là, il vous faudrait une ordonnance déjà. Ça ne rentre pas dans le dispositif sans ordo, en tout cas pas pour l'instant. On y viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais après, chez les gens, en tout cas, chez tout le monde finalement, avoir fait une première démarche de dépistage VIH, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'en général, quand on dépiste le VIH, on propose aussi un dépistage des autres infections sexuellement transmissibles. Et donc, ça peut être une orientation des personnes positives ou négatives vers un dépistage complémentaire. Je vais en reparler là dans la dernière partie. Et je vois que Madame nous dit le test effectué. Alors, Madame Lehu, donc de l'ARS, qui nous dit le test effectué est un test ELISA 4e génération et si nécessaire, un Western blot. Donc, a priori, c'est le Western blot, pas forcément l'antigénémie, si je comprends bien, mais le Western blot est compris dans la prise en charge si le test ELISA est positif. Voilà, tout à fait. Avec une prise en charge sans avance de frais et sans prescription médicale non plus. Merci beaucoup, Madame Lehu, pour cette précision. J'entendais l'intérêt de l'antigénie P24 ou de l'ARN circulant à partir du moment où le Western blot est négatif. C'est forcément pas réalisé en systématique. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais du coup, dans ce cas-là, je pense que ce sera fait dans le service d'orientation.
Mais tout à fait, hein, si on est sur une suspicion d'infection très récente, il faut aller le faire, oui, bien sûr. Cela dit, comme vous le disiez, Hélène, ça paraît logique que, de toute façon, les tests de seconde intention, ils se feront dans le cadre de la prise en charge dans les services d'infection, hein. Je pense qu'en pratique, c'est ce qui se passera. Mmh. Oui, puisque l'idée, c'est qu'il soit vu rapidement en service, derrière ce premier dépistage. Donc, effectivement, on pourra compléter, et associer les autres dépistages, bien évidemment, lors du bilan initial de prise en charge. De ce que je lis, le P24 est pris en charge aussi en même temps. Enfin, voilà, il préconise la réalisation du test ELISA de 4e génération et de l'antigène virus nommé P24 en même temps. Donc, vraisemblablement, les deux sont bien pris en charge. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, dans les tests de 4e génération, le P24 est couplé avec, les sérologies, anticorps. Sauf que, quand on s'est positif, on ne sait pas si c'est le P24, enfin l'antigène qui s'est positivé ou si c'est les anticorps. Et pour faire la distinction, il faut faire le Western blot et l'antigénémie séparément. Donc c'est vrai que quand on est sur une lapore, c'est pas tout le temps qu'on a des suspicions de primo-infection, mais ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'en fait, on ne savait pas le distinguer automatiquement au laboratoire et qu'il fallait prescrire l'antigène P24 individuellement. Et ça, du coup, je ne sais pas en termes de B si on peut le rajouter ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si on est dans cette situation-là, d'autant plus si vous avez un blot négatif, alertez-nous, hein, parce que nous, on va être d'autant plus sensibilisés à faire rapidement une charge virale et un antigène P24. De toute façon, la procédure, c'est celle-là, hein. Si on a une sérologie positive, il faut faire le blot et l'antigénémie, c'est clair. D'accord. Ok. Du coup, on passe à la fin, qui est la présentation du réseau de soins régional. Alors, hop, que je retrouve ma petite fenêtre. Alors, donc la question, c'est où et pour qui et pourquoi orienter. Donc là, on va insister sur l'importance de travailler en réseau, d'autant plus avec ce nouveau dispositif, hein, où on va élargir notre réseau de prise en charge. Au centre, le laboratoire qui va avoir fait le diagnostic et autour d'autres acteurs, donc les centres de suivi VIH, les acteurs communautaires qui font du TROD, les PASS, la médecine de ville, les pharmaciens, les CPEF et les CGID, donc qui sont les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites virales et des IST, je l'aurais dit. Voilà. Il faut pouvoir s'appuyer sur ce réseau d'acteurs et savoir qui on oriente. Alors, première orientation, c'est des personnes qui vont venir vous voir, mais qui ne sont pas éligibles au dispositif, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de couverture sociale. Donc ceux-là, on peut les réorienter vers des structures qui vont pouvoir proposer du dépistage anonyme et gratuit. Donc les CEGID, les CPEF, hein, qui sont les centres de planning et d'éducation familiale, donc il y en a sur tous les territoires, et les structures communautaires qui sont habilitées à faire du TROD, donc du test rapide d'orientation diagnostique, hein, c'est ces dépistages qu'on fait au bout du doigt et qui vont permettre d'avoir un dépistage VIH et d'accompagner les personnes vers une prise en charge. On a eu une piste lors du copil le premier copil qu'on avait fait avec l'ARS, où était présente l'assurance maladie, de peut-être pouvoir activer des droits à partir de ce recours auquel on ne pourra pas répondre dans un premier temps, mais orienter aussi les gens vers une ouverture de droits sociaux. Pour l'instant, on n'a pas encore de procédure claire, mais peut-être qu'on reviendra vers vous là-dessus dans un second temps. Cas particulier des personnes, ça c'est important, dont la dernière prise de risque date de moins de 48 heures. En introduction, le docteur Rubino vous a présenté les stratégies préventives. Les personnes dont leur prise de risque est récente, donc moins de 48 heures, ce n'est pas un dépistage qu'il faut qu'ils fassent, ou en tout cas pas uniquement. Il faut qu'on leur propose un traitement post-exposition, hein, ce traitement d'urgence. Et donc là, on va les orienter soit en CEGID dans les heures ouvrables, soit dans un service d'urgence hospitalier
pour la prise en charge, on va pouvoir donner ce kit de démarrage. Donc voilà, donc ça c'est une orientation importante à connaître parce qu'on peut leur proposer un traitement préventif. Ce délai de 48 heures, le rationnel, c'est de se dire que le réservoir, ce fameux réservoir dont le docteur Robineau vous a parlé et qui fait que la maladie est chronique et qu'on ne peut pas la guérir, dans ces premières 48 heures, il n'est pas encore constitué. Donc, on peut intervenir avec le traitement pour éliminer le virus qui a été transmis avant que l'infection chronique ne commence. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête ce délai-là, peut-être de poser la question si le risque est récent, réorienter. Et puis, toutes les personnes qui recourent au dispositif, que le test soit positif, soit négatif, on peut leur proposer un dépistage complémentaire des infections sexuellement transmissibles et l'accès à une stratégie de prévention. Donc, pour ceux qui vont être négatifs, pour rester négatifs, on va pouvoir leur proposer donc de dépister les autres infections, de se vacciner contre l'hépatite B, l'hépatite A pour les hommes ayant des rapports avec les hommes, le papillomavirus. On va pouvoir leur proposer aussi d'accéder à la PrEP, donc qui est ce traitement préventif du VIH qui est basé sur une bithérapie antirétrovirale et qui va éviter de s'infecter quand on a une sexualité dite à risque. Et donc, ces propositions complémentaires, elles pourront être proposées en Cégide pour toutes les stratégies et pour le dépistage complémentaire des IST, la vaccination, la contraception en CPEF. Alors voilà les réseaux des Cégides. Donc le Cégide va pouvoir proposer de façon anonyme et gratuite et également pour les mineurs le dépistage, donc VIH-IST, la vaccination, la PrEP, la prise en charge des accidents d'exposition au virus, donc ce traitement post-exposition, la contraception d'urgence. On va pouvoir aussi accompagner les prises en charge en cas de violence sexuelle. Il y a des psychologues dans les CJ, des assistantes sociales, donc on va pouvoir aider aussi dans ces structures-là. Donc vous voyez le maillage territorial, il y a des trous quand même, on ne va pas se mentir, mais bon, il y a quand même un maillage sur l'ensemble des départements de notre région. Et donc vous avez là toutes les coordonnées des CJ des 5 départements. Voilà. Donc ça vous sera transmis, je ne vais pas vous commenter des numéros de téléphone, mais voilà. Les CPEF, alors là, il y en a encore plus, donc c'était pas possible de vous présenter une cartographie lisible. Donc là, il y a également un dépistage VIH-IST qui est proposé, également gratuit et ce qui peut être anonyme. Là aussi, possibilité de prise en charge des mineurs, des personnes sans couverture. Et là, on va avoir une orientation plus aussi sexualité. Il y a des conseillères conjugales. Contraception, grossesse et IVG, voilà, et puis également accompagnement des violences et offre vaccinale. Et donc là, on vous a mis un lien avec tous les centres de planification de la région. Et il y a également un numéro vert qui existe pour les CPE. Le réseau associatif offre aussi une possibilité de dépistage par TROD, donc les tests rapides d'orientation diagnostique, et les structures habilitées sur la région sont donc l'association AIDE qui a des locaux sur l'île et Amiens, l'association ENIPS qui intervient sur toute la région. Alors eux, ils interviennent plutôt sur des lieux soit de consommation sexuelle, soit des lieux d'intervention communautaire, soit des services. Ils ont un rayonnement, voilà, donc il faut les appeler, voir où ils peuvent intervenir. L'association ADIS, qui est plutôt sur le littoral et sur Arras, et Saint-Omer d'ailleurs. Et puis les CARUD et les XAPA, qui sont les structures qui accompagnent les usagers de drogue. Donc les CARUD, c'est les structures de réduction des risques, et les XAPA, les structures d'addictologie, de prise en charge addictologique. La plateforme téléphonique peut aussi accompagner les personnes qui souhaitent des informations complémentaires sur la sexualité, les IVG, la contraception. Donc on a cette plateforme régionale là qui est à destination des usagers du lundi au samedi, donc qui permet de poser des questions si on veut un complément d'information. Et puis, pour les personnes qui vont présenter un dépistage VIH positif, donc eux, on va les orienter directement vers les services de soins.
avec donc la prise en charge de l'infection par le VIH dans les Hauts-de-France, qui est centrée sur 16 centres de prise en charge. Donc en 2020, on avait 4 697 personnes qui étaient suivies, hein. Et donc là aussi, vous voyez que ces centres sont répartis sur le territoire, dans les 5 départements. Là aussi, on vous a mis toutes les coordonnées des secrétariats des différents services de suivi. Et puis, pour les personnes qui auront besoin de renseignements, d'accompagnement, qui vont angoisser en attendant leur rendez-vous, même si c'est dans les 2 à 5 jours, ça peut être, quand on vient d'avoir une annonce de VIH, 2 à 5 jours, c'est quand même long. On a SIDA Info Service, qui est en plus notre partenaire, hein, dans cette opération, qui donc peut répondre à toutes les questions 7 jours sur 7, hein, et permettre des réponses confidentielles, anonymes, gratuites. Et ils accompagnent, ils connaissent aussi très bien le réseau de services de soins, donc ils peuvent aussi aider si il faut rassurer, etc. Donc ça, c'est important. Pour les personnes qui sont négatives, on peut aussi appeler si on veut un complément d'information, hein, cette structure. Voilà, merci de votre attention. Et donc, il y a encore du temps pour les questions. On est là. Il y a une excellente question qui a été posée par écrit. Voilà. Ah oui, ça a été répondu par Olivier Robineau. Hein. Peut-on dépister sans ordonnance dans nos labos les mineurs? Hein. Donc effectivement, ça a été répondu. C'est un sujet un petit peu délicat, que ce soit dans le cadre du HIV ou même toute prescription. Après, la loi stipule, alors normalement, si un mineur ne veut pas qu'il y ait de majeur, la loi stipule qu'un médecin peut déroger en cas de situation particulière à l'information des parents. Donc, ça se fait ça plutôt en Cégide, avec une discussion médicale. Donc, si vous avez un mineur sans ordonnance, il faut l'orienter vers son docteur traitant ou vers le Cégide, un Cégide où ils pourront éventuellement discuter de la faisabilité du test. Et surtout de la réalisation peut-être d'autres dépistages. Oui, exactement. Surtout au chlamydia chez les jeunes. Enfin, voilà, chlamydia chez tout le monde. Chez tout le monde, bien sûr, mais en termes de prévalence. 10% de la population en long. 10%. En Cégide ou en CPEF, c'est possible. En CPEF, pardon, oui, c'est vrai qu'on est très. Oui, tout à fait. CPEF ou maintenant Centre de santé sexuelle. Tout à fait. Changement de dénomination. C'est vrai. Même lieu. Sous réserve, je précise quand même, il y a une petite précision sur les CPEF. Tous les CPEF ne peuvent pas faire de dépistage. Il faut qu'ils aient sollicité une autorisation préalable pour pouvoir les faire, les dépistages. Hein. Donc 100% des CPEF aujourd'hui ne font pas ces dépistages. On est plutôt dans une fourchette très très basse de CPEF qui proposent des dépistages en région. D'accord. Il reste les associatifs aussi, excusez-moi, je prends la parole pour le mineur aussi, celui qui ne veut pas forcément avoir son médecin traitant. Et surtout, en fait, il faut qu'il ait un assuré, enfin il ait sa propre sécurité sociale. Et ça arrive qu'après 16 ans, de toute façon, et s'il en a fait la demande. Voilà. Sinon, c'est la sécu des parents, donc ça va pas marcher. L'IDE qui transmet le prélèvement au labo, il faut qu'il y ait une ordonnance pour l'IDE pour qu'elle fasse le prélèvement. Donc, du coup, ça me paraît être quelque chose d'assez théorique. Mais en complément peut-être d'un bilan qui serait prescrit, est-ce que le patient pourrait demander en plus? Là, oui, c'est fait. Et c'est vrai que le prélèvement tout seul n'est pas, je ne sais pas s'il est prévu, effectivement, encore une bonne question aussi. Sur un plan pratique, là, je n'ai pas la réponse. Les infirmières ne font pas partie du laboratoire, il me semble, c'est ça? Ouais. Non, c'est ça. Ouais, donc pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, non. Je pense pas que ça soit prévu. On espère que l'année prochaine, elles auront le droit à beaucoup plus de choses dans les prescriptions de la santé publique, comme la vaccination. Voilà. Je pense que la présentation de... et l'intitulé de l'opération, c'est bien au labo sans ordo, donc ça sous-entend que les patients se présentent au labo. Et les sages-femmes comme les infirmiers, enfin les sages-femmes ont déjà, mais les infirmiers vont avoir des compétences élargies sur la prescription de choses simples, notamment des dépistages, donc on espère que ça va aller dans ce sens. Oui.
Mais après, oui, dans le dispositif, c'est vrai que là, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait quand même la possibilité que vous revoyiez les personnes pour faire l'annonce. Donc, si c'est passé par l'infirmière, ça, je sais pas. Je pense que pour le moment, c'est pas prévu dans le dispositif. Après, Non. Mm. Il faut que ça soit une infirmière du labo, mais il y en a très peu. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, inquiétudes s'il y en avait? Est-ce que... J'avais une question complémentaire concernant les mineurs, parce que j'avais la notion que ce dispositif était réservé aux assurés sociaux âgés de 16 ans ou plus. Donc les Oui. mineurs entre 16 ans et 18 ans, vous conseillez plutôt d'orienter vers les Cégid, j'imagine, d'emblée de faire ce type de Non, en test. fait, s'ils ont leur propre sécurité sociale, c'est bon. Mais en fait, ils sont, s'ils sont toujours attachés à leurs parents, il faut, s'ils peuvent passer par le laboratoire sans ordre, pour moi, il faut qu'ils soient quand même accompagnés, si je ne me trompe pas. Il restera mineur après 16 ans, entre 16 et 18. Mais s'il a sa propre sécu, c'est ce que disait Olivier Robineau tout à l'heure, c'est globalement, il ne faut pas perdre quelqu'un qui veut faire un test. Mais il faut au maximum lui demander s'il y a quelqu'un qui veut, ses parents, s'il n'en veut pas, c'est quelqu'un qui l'accompagne à majeur, sinon ça peut être les associatifs, les Cégid. L'idée, c'est pas d'abandonner quelqu'un qui vient faire une demande. Bien sûr. Voilà. Mais effectivement, ça sera au-dessus de 16 ans, parce qu'en dessous de 16 ans, on n'aura jamais son numéro de sécu. Enfin, Non. on a quelques-uns, mais c'est exceptionnel. Voilà. Alors, il y a un commentaire qui dit que la déclaration obligatoire ne doit pas attendre le prélèvement de contrôle. Oui, en effet, l'idéobiologiste, oui, doit être lancé dès que vous avez le Western Blot. Ouais. Donc, il faut le... Et après, il y a une... Oui. En fait, dans l'idéo, il y a une partie qui est remplie par le biologiste, un volet biologiste, et celui-là, effectivement, dès que vous avez le Western Blot, vous pouvez faire votre idéo. Et après, nous, on a une partie clinicien qu'on fera une fois qu'on a vu le patient, puisqu'il faut remplir notamment des informations sur les CD4, la charge virale, etc. Donc ça, qu'on n'aura pas avant. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Si jamais il y avait des questions qui vous venaient après, n'hésitez pas à les faire remonter au Corévi. Et puis, du coup, la réunion est enregistrée et sera accessible en replay. On vous fera parvenir le lien via les URPS. Merci beaucoup de votre attention, de votre participation. On aura également le support qui a accompagné la soirée. D'accord. Oui, okay. Les diaporamas, on vous le fera parvenir, oui. D'accord. Et on va relayer ça au niveau de l'URPS tout de suite, mais déjà au moins peut-être même le numéro d'emblée pour que les gens soient au courant tout de suite. Oui, tout à fait. Merci. De suite. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée à tous, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.